Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo qui fait suite au post que je vous ai proposé aujourd'hui concernant mon hyperphagie boulimie. J'ai eu pas mal de retours sous le post, mais c'est surtout en message privé où j'ai eu pas mal de partages de personnes qui s'étaient retrouvées dans mon message et qui me partageaient leur souffrance et leur sentiment d'incapacité, leur frustration et leur de ne pas y arriver, de ne pas en sortir et de vouloir savoir ce qu'il fallait faire. Je vais essayer à travers cette vidéo d'en parler un peu plus longuement parce que l'oral c'est toujours plus concret entre guillemets. Mais je vais rappeler une chose très importante. Ce que je vais partager là, que ce soit mon vécu, que ce soit ce que je vivais avec cette maladie et comment j'en suis sorti, ce ne sont pas c'est pas une méthode, ce ne sont pas des règles à suivre. C'est plutôt un message d'espoir pour vous relater mon passé, de quel état dans lequel j'étais et comment j'ai pu, moi, avec ma sensibilité, avec mon approche, mon rythme, mon histoire, mon écoute, euh, pu, malgré le fatalisme, malgré l'idée d'abandon dans laquelle j'étais, petit à petit avancer. C'est plus ça que j'ai envie de faire passer avec vous dans cette vidéo que de vous dire qu'il faut faire comme ça ou comme ci. C'est une maladie qui est difficile. C'est une maladie qui, pour moi, qui était la maladie de la honte, qui donc forcément est une maladie qui nous isole. Et une maladie qui t'isole, c'est une maladie qui t'empêche d'aller voir d'autres personnes pour t'aider. Et j'ai vraiment envie d'insister, avant de commencer mon récit, à vous dire ne pas avoir honte. Ne mettez pas de fierté, ne mettez pas d'ego dans cette maladie. N'ayez pas peur d'affronter un professionnel sur ces questions-là. Les professionnels, que ce soit psychologues ou diététiciens nutritionnistes, sont des professionnels qui sont normalement, en tout cas pour ceux qui sont spécialisés, parce qu'il faut vraiment chercher aussi sur cette question-là, qui sont normalement armés et qui n'ont pas de regard jugeant, qui n'ont pas d'appréhension sur votre comportement. Ils n'ont pas, c'est pas dans leur ADN professionnel. Ils n'ont pas à le faire. Bon, à part quelques malheureux, voilà, il y a toujours voilà, des moins bons. Mais quand on se spécialise sur la question de l'hyperphagie et des TCA, en général, on n'a pas, on n'est pas là pour juger. Enfin, en tout cas, les professionnels que j'ai pu croiser et qui travaillent sur ces questions-là, je n'ai senti aucun jugement de leur part. Donc, s'il vous plaît, vraiment, mettez toutes vos chances et toutes vos actions de votre côté pour pouvoir avancer. Parce que je sais que face à cette maladie, on n'est pas tous armés de la même façon et on n'a pas tous forcément toujours la même force. Et donc, dans le moment de l'action, pas toujours la même capacité à affronter certaines choses. Et des fois, on se laisse peut-être abandonner alors que il faut aller demander de l'aide. Donc, ne pas hésiter. Bref, voilà, c'était juste pour vous dire. Et encore une fois, je le répète, je ne suis pas coach sportif. Bon, pour le coup, là, c'est pas tant la question, ni diététicien, nutritionniste, ni psychologue. Mais voilà, je fais que partager un peu mon retour. Euh, L'hyperphagie, boulimie que je vivais, moi, à cette époque de ma vie, c'était la chose la plus difficile que j'ai eu à vivre. C'était, je l'ai déjà dit, la maladie de la honte. J'avais honte. Au-delà du fait d'avoir honte de manger et surtout peur de manger en face des gens parce que j'avais peur de leur jugement et du regard qu'ils pouvaient porter sur sur mon assiette et ce qu'elle composait, de ce dont elle était composée.
et de me dire, il n'est pas en train de se dire, ou elle est en train de se dire que je mange comme ça, donc c'est normal que je sois comme ça gros et tout ça, nanana. Ça, c'était le truc qui m'obsédait le plus. Donc, j'avais peur de manger devant les gens. Et donc, ce qui faisait que je mangeais sain. Mais c'était pas une alimentation plaisir, une alimentation consciente, c'était une alimentation de façade. Pour éviter de me sentir jugé. L'hyperphagie-boulimie que je vivais quotidiennement, c'était mon secret, ma honte, mon péché, mais en même temps, c'était moi, parce que c'était des choses, c'était des choses que j'extériorisais, parce que j'arrivais pas à les travailler différemment, parce que j'arrivais pas à les gérer différemment, parce que je ne voyais pas comment les gérer différemment. Et étant donné que j'avais honte de moi et j'avais honte de ce qu'on pouvait penser de moi dans cet état-là, je m'isolais automatiquement. Et donc, ce qui fait que je n'ai demandé d'aide à personne et que j'ai laissé les choses de plus en plus s'enfoncer. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Je disais dans mon texte que ça passait, et c'était constamment, voilà, je me jetais sur l'alimentation, mais des produits voilà, ultra transformés, très riches en sucre, très riches en gras. Des produits qui m'apportaient ce que je ne me donnais pas. Je me goinfrais, j'ingurgitais, j'engloutissais. Je ne prenais même pas conscience de ce que j'étais en train d'avaler. Parce que j'utilise vraiment le mot avaler parce que c'était même pas en train de manger. J'étais juste en train d'avaler. Je savais pas. J'étais juste dans l'automatisme, l'instinct. L'instinct qui me faisait réagir. Parce que j'étais débordé. J'étais débordé par toutes ces émotions, toute cette incompréhension, puis s'ajouter à ça la frustration, la culpabilité, qui venait en plus, à la fin, encore plus accentuer ce que je vivais déjà. Ouais, j'avais honte. J'avais honte de ces moments. Et à cette époque-là, je ne savais pas que j'étais malade. Je pensais que j'étais juste faible. Je pensais que j'étais juste une merde, quoi. Que j'étais quelqu'un qui valait rien. Et c'est ce qui fait que j'ai continué à m'enfoncer dans ça. Parce que je me dévalorisais encore plus quand j'avais ces crises-là. Alors j'étais capable de plein de stratagèmes pour arriver à satisfaire mes crises. Même quand j'avais pas d'argent, j'arrivais à les satisfaire. Pourquoi, comment, je peux plus vous l'expliquer, mais j'y arrivais. J'avais comme une force hors de moi qui venait me contrôler. Quelque chose qui agissait, qui prenait le contrôle de mon corps et qui faisait. C'est-à-dire que je trouvais vraiment tous les moyens pour arriver à satisfaire cette crise. À satisfaire cette hyperphagie boulimie quand elle était présente, quand elle arrivait. Constamment, constamment, constamment. Et c'est à la fin des crises où je reprends un peu le contrôle, et on va dire que même un peu conscience, où là je m'effondre, je m'écœure, vraiment, je m'insulte, je m'insulte, mais tellement, tellement fort, tellement violemment. J'en suis pas arrivé à me taper physiquement, mais psychologiquement, j'ai été très loin dans mes propos et dans mes idées. J'étais là à me dire, comment t'as fait ça? Comment? Enfin, pourquoi? Et les rares fois où j'ai essayé de bloquer ces pulsions, je me disais, achète juste un paquet de gâteaux. Achète juste
un paquet de friandises. Achète juste une tablette de chocolat. Et en fait, j'arrivais pas. J'ai essayé de résister à plusieurs reprises, mais impossible de m'arrêter. Et en fait, c'est le pire dans cette histoire, c'est que plus j'essayais de résister violemment, plus en fait la crise était puissante et violente, et j'achetais encore plus. Et arrivé le moment après où fallait consommer, parce que bah, j'avais aussi d'autres signes physiques qui apparaissaient. Je salivais, j'avais la bouche qui était voilà, beaucoup de salive. J'avais l'estomac qui commençait à se nouer, gargouiller. Je sais que j'avais les yeux qui commençaient à devenir un peu rouges, le blanc des yeux devenir un peu rouge. Et j'avais aussi des sueurs, des micro-tremblements. Et j'avais qu'une seule chose, fallait très vite que je consomme. Et j'ai devenu très vite irritable. Parce que je voulais trouver mon coin pour manger tout seul. Pour me jeter sur les paquets et les ouvrir. Alors, soit je restais dans la voiture, soit je savais quand à l'époque j'habitais chez mes parents que j'étais tout seul, donc je pouvais rentrer chez moi rapidement. Mais je trouvais toujours un coin ou un endroit où pouvoir m'isoler. Parce que c'était pas possible. Quand les crises elles avaient lieu chez moi, donc voilà, je rentrais dans ma chambre, je me fermais à clé, ma chambre, et puis je, en fait, j'ouvrais le paquet, un premier paquet, et je mettais dans la bouche plusieurs quantités, le temps de mâcher, et je me mettais en pyjama, bref. Et je continuais. Puis arrivé l'heure du dîner, viens manger. Alors je m'essuyais rapidement, je rinçais la bouche, et j'allais manger, mais j'avais pas faim du tout, mais du tout, du tout, du tout. Alors je prenais un petit morceau de ci, un petit morceau de ça. Les parents, mais pourquoi tu manges pas? Mais mange, tu vas pas rester comme ça. Alors je mangeais vite fait, 5-10 minutes. Puis hop, j'allais repartir dans ma chambre et je réenchaînais. Je continuais, je mangeais. Et il m'arrivait très souvent de dormir avec les emballages dans les mains. Mais que je cachais bien, que voilà. Quand on frappait à ma porte, c'était la panique. Fallait pas qu'on voie. Donc je cachais tout sous le lit, sous les draps, sous la couette, m'essuyais, les bouteilles par-ci, tout était place nette. Et après j'ouvrais la porte, oui, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, ça va? Oui, oui, ça va. Et je refermais, et je replongeais. Ces crises, euh, elles ont duré 13-14 ans. 13-14 ans quasiment tous les jours. Et elles se sont intensifiées à chaque fois que j'ai voulu faire un régime pour perdre du poids. Elles ont été plus violentes, plus longues. Parfois, je faisais 3 crises par jour. Mais il y avait toujours un jour où je faisais une crise. Toujours. Il n'y avait pas un seul jour où j'arrivais pas à trouver un moment où j'avais pas envie d'avoir une crise. Parce que c'était comme ça. Et je m'en rappelle, je me suis même dit un jour que c'était normal. C'était normal. C'est comme ça. T'es comme ça. C'est ta vie. On a chacun nos forces et nos faiblesses, nos défauts et nos qualités. Bah, moi, c'était ça. Et le pire, c'est que je m'en voulais. Et là que j'avais accepté ça comme étant une normalité. Ne voyons pas ça comme une maladie, mais voyons ça plutôt comme un défaut, une faiblesse, que j'étais pourri, quoi, que j'étais, comme je disais tout à l'heure, une merde. Comment j'en suis sorti?
de toutes ces crises. Pas du jour au lendemain. J'en suis sorti parce que j'ai essayé de trouver ce qui allait pas, ce qui faisait que j'en étais arrivé là. J'ai essayé quand j'avais une crise, de poser, de laisser la crise se faire et juste après la phase culpabilité que j'avais, avec les larmes qui coulaient, parce que les larmes, j'en ai pleuré des nuits et des nuits, de me dire, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui a fait que? Pourquoi? Pourquoi tu as eu cette envie-là à ce moment-là? Pourquoi tu as acheté autant? Pourquoi tu t'es pas contrôlé? Pourquoi? Et en fait, j'ai posé par écrit. J'ai posé par écrit et j'ai essayé de comprendre les déclencheurs. Ah, ça a été très compliqué parce que il y a un déni qui est installé et qui nous protège. Et ça, s'affronter soi-même, c'est la plus grande des difficultés. Et je dis souvent qu'on a une part de responsabilité dans nos vies. Et effectivement, dans cette phase d'obésité et de mal-être, j'ai ma part de responsabilité, je ne l'occulte pas. Je ne suis pas non plus en train de me dire que c'est que cette part-là qui a fait que. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça serait réducteur, dans un sens comme dans l'autre, de dire que c'est la faute que de l'extérieur et de dire que c'est que ma faute. Non, c'est un mélange de plein de choses. Et ça a été compliqué, ce que je disais, d'essayer de poser un diagnostic, de poser un état, de comprendre une situation parce qu'on a peur de s'affronter en fait. On a peur d'affronter son problème. On a peur des fois, on a juste peur de dire qu'on a un problème, quoi. Même si on sait qu'on l'a, même si on le vit, même si on souffre, moi j'avais peur de me dire que j'ai un problème. Et encore une fois, j'étais même pas encore dans la maladie, je savais pas que j'étais malade. J'avais un défaut, c'est tout. Et c'est un jour où je suis même pas allé voir cette professionnelle de santé en tant que patient, mais parce que c'est un jeu de circonstances. C'est un rendez-vous professionnel sur la santé. Et il y avait une équipe pluridisciplinaire avec plusieurs corps de métier, et dont une diététicienne. Et il y avait aussi une psychologue, aussi, psychologue clinicienne. Et on a commencé à parler de plein de choses. Bref, c'était sur un projet qui n'avait rien à voir avec mon vécu, c'était professionnel. Et à la fin de la réunion, on a commencé à échanger et on a pris le temps de vraiment bien parler. Et puis la diététicienne m'a fait la réflexion, elle m'a dit, elle a dû, bon, forcément, je suis obèse, elle a certainement eu le réflexe d'analyser un peu mon comportement, et la psychologue qui était aussi présente aussi. Et elles ont pu percevoir que j'étais un peu en retrait, même si j'étais très en avance sur la réunion, j'étais très en retrait par rapport à quand on m'avait proposé une collation, quand on m'avait proposé à boire. Et, je sais pas, j'ai senti ce moment-là où je sais pas pourquoi, envie de parler comme ça, comme si de rien n'était, comme si je n'étais plus affecté, comme si c'était un professionnel qui parlait d'une situation d'une autre personne alors que c'était de moi que je parlais. Et c'est là où elle me pose des questions et je lui réponds. Et c'est là où elle me dit, si je peux me permettre, il serait peut-être intéressant que vous puissiez consulter un professionnel de santé, une diététicienne nutritionniste spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, parce que de ce que je comprends de vos réponses, je pense que vous êtes atteint d'hyperphagie boulimique. Je suis atteint, ça veut dire quoi? Que je suis malade? Elle me dit, oui monsieur, c'est une maladie.
C'était en 2014. Et là, c'est la grosse claque. Toute l'après-midi, je pensais qu'à ça. Et toute l'après-midi, j'ai passé mon temps quasiment à être sur Google, à savoir, à chercher ce que c'était que l'hyperphagie boulimie. C'était quoi? Qu'est-ce que c'était? C'était quoi comme maladie? C'était contagieux, pas contagieux? Je ne savais pas, je ne connaissais pas. C'était à 1000 lieues de ce que je pouvais connaître. Alors, je suis très intéressé par le domaine médical, mais absolument pas sur les questions, à l'époque, sur les questions nutritionnelles. Pour moi, je vous ai dit encore une fois, pour moi, je n'étais pas malade, donc je n'avais pas à m'intéresser à une maladie ou à rechercher dans le domaine de la santé ce qui se passait. J'étais juste faible parce que on avait nourri en moi et on m'avait donné l'image, et je me suis aussi donné l'image d'une personne faible qui n'arrivait pas à pas manger, qui n'arrivait pas à manger moins et à faire du sport pour maigrir, tout simplement. Et que j'étais un goinfre qui bouffait comme un gros porc et basta. Voilà l'image que j'avais de moi et qui était nourrie par les gens extérieurs, qui me faisaient du mal. Donc, à aucun moment, je me suis dit, je suis malade. À aucun moment, je me suis remis en question sur cette phase-là. À aucun moment, j'ai remis en question les 17 régimes que j'avais pu faire en me disant, c'est ces régimes-là et c'est pas moi. Non. Tous les échecs, je les ai endossés. Tous les échecs, j'ai considéré que c'était ma faute parce que je n'étais pas capable de pouvoir avancer, de réussir pour moi. Tout ça, juste cette phrase-là, elle a remis en question tout un passé, toute une histoire. Alors, je ne dis pas que ça a créé un déclic, pas du tout. Je dis simplement que ça a lancé une piste de réflexion et un début de remise en question. Et c'est suite à ça que j'ai commencé à regarder l'hyperphagie boulimie, les symptômes, et effectivement, je me suis reconnu totalement. Mais je n'ai pas eu le courage d'aller voir un professionnel de santé. Puis, au bout de plusieurs semaines, j'ai arrêté de regarder autour de cette question-là. Mon train-train quotidien est revenu, je suis retombé dans les crises, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à essayer de réfléchir de temps en temps à comment les crises elles se créent. Pourquoi? Puisque j'étais malade maintenant. Maintenant, j'étais malade. Et c'est là où j'ai commencé à poser, diagnostic si je puis dire, c'est pas ça, mais à poser les mots et à essayer de comprendre comment j'ai réagi à quoi, qu'est-ce qui a déclenché quoi. Et c'est avril 2014 où quand j'ai commencé à travailler un peu sur mon mental, sur ma perception de moi, sur mon estime, sur mon regard, sur essayer de, voilà ce que je disais dans le précédent live, sur la positivité, à essayer de m'imposer de la positivité via la méthode Coué. Petit à petit, chaque mot, en fait, j'essayais de déclencher quelque chose. C'est aussi en apprenant, à essayer, en m'instruisant dans ce que je pouvais lire à travers l'alimentation, l'équilibre de vie, les besoins nutritionnels, les besoins du corps humain, d'essayer de savoir quand est-ce que j'avais faim. Je ne savais pas, moi, pour moi, je ne savais pas qu'il fallait avoir faim. Enfin, j'avais l'impression d'avoir tout le temps faim parce que je grignotais tout le temps. Donc, mais vu que je ne savais pas distinguer la faim physiologique de la faim émotionnelle, bah, en fait, c'était quoi la faim, quoi? C'était quoi la vraie faim, entre guillemets? Et c'est comme ça, en fait, m'apporter un peu de positif. Essayer, c'était compliqué cette phase-là aussi, essayer d'apaiser le négatif que j'avais. Ça a été très compliqué. Essayer de comprendre la faim. Essayer de pas m'intéresser au physique et au poids. Vraiment, j'ai occulté ça. J'étais vraiment dans un besoin santé. Je voulais vivre. 34 ans quasiment, et on m'a dit que je ne passerais pas les 40. Je voulais vivre. J'avais entre-temps perdu 30 kilos entre 2010 et 2014. Et je voulais vivre. Je me suis dit, c'est pas possible, je suis moins gros. Et on me dit que mes analyses sanguines sont plus mauvaises et que peut-être que je ne passerai pas les 40 ans. Il m'en reste même pas 6. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc,
essayer, comprendre. Alors, ouais, je me suis fait violence par moment. Et ces crises d'hyperphagie, boulimie, en fait, plus j'essayais de travailler sur qu'est-ce qui les déclenchait, et que je me suis rendu compte que pour la majorité, c'était parce qu'il y avait eu un choc émotionnel, une contrariété, quelque chose un sentiment négatif qui était apparu parce que je ne lui avais pas donné une réponse. C'est-à-dire que j'avais rien manifesté. C'est, vous savez, vos mains, elles sont le long de votre corps et vous vous prenez des claques et des droites. Vous avez mal, mais vous vous interdisez de lever les mains pour vous protéger. Et c'est après que les coups soient passés que pour me soulager de la douleur et de la rage de ne pas avoir répondu, d'avoir eu peur de répondre, de me dire que j'arriverais pas à répondre sur le moment, c'est là où se déclenchait la crise d'hyperphagie et d'amener à la bouche de la compulsion. C'est comme si je me soignais. C'est ça. C'est que j'amenais de l'extérieur vers l'intérieur. Parce que j'arrivais pas à sortir de l'intérieur vers l'extérieur. J'arrivais pas à répondre autrement que par cette crise qui venait me soulager, mais qui venait aussi me dégoûter juste après. Et c'est en essayant de comprendre, en essayant d'amener un peu de positif, en essayant de croire un peu en moi, de m'estimer un peu, chaque jour un tout petit peu, d'écouter un peu mon entourage positif de ce qu'il disait de moi, parce que j'avais plus le droit entre guillemets, de remettre en question ce qu'il disait, parce que j'avais posé des questions à certains d'entre eux en leur disant mais pourquoi est-ce que je suis avec, on est amis, pourquoi? Et leurs réponses, j'essayais de les accepter, les réponses, et de me dire que ils vont pas me mentir. Ils ne veulent pas me mentir. Donc, si ce qu'on te dit, si ces proches-là te disent ça, c'est que c'est vrai. Ne remets pas en question cette vérité. Ne la rejette pas. Et c'est ça, c'est une construction petit à petit, un renforcement, une bascule du négatif au positif, le fait de me dire que je suis tous les jours à me dire des choses négatives, tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais pourtant, beaucoup de gens me disent des choses positives. Et ces choses positives, elles viennent apparemment de moi, mais elles viennent pas de nulle part, je ne les vole à personne, je ne les je ne les emprunte à personne, je ne les trouve pas par terre. Elles viennent bien de quelque part, elles ne viennent pas d'un trou noir, c'est elles sont moi. Et si j'étais capable de pouvoir donner ces choses à ces personnes, c'est que je suis capable aussi de me les donner. Et, et j'ai appris en me disant, tous les jours, tu es capable de te dire un truc mauvais. Tous les jours, tous les jours. Et c'est matin, midi, soir. Bah, essaie de te dire un truc bien chaque jour. Essaye. Même si des fois je me disais c'est hypocrite, j'y crois pas une seconde. J'ai juste essayé. Et c'est un travail qui s'est fait sur plusieurs champs. C'est comme, j'ai l'impression de voir un arbre avec des branches et je devais être sur toutes les branches. Euh, je sautais d'une branche à une autre, et j'en revenais à une autre, et puis je revenais à ici, et après je redescendais à celle-là, je remontais à celle-ci, j'allais celle de gauche, puis celle de droite. Ah, il y a celle qui est intermédiaire là entre les deux. Je n'ai pas réfléchi de façon logique. J'ai agi en fonction de ce que je pouvais faire sur le moment, ce que j'arrivais à faire simplement. Et encore une fois, je ne me projetais pas dans un truc, je fais perdre du poids. J'avais vraiment oublié mon corps. À ce moment-là, je réfléchissais juste à ma santé, que ce soit physique ou que ce soit ma santé mentale. Pourquoi je me mettais autant de souffrance? Pourquoi je m'imposais autant de douleur? Pourquoi est-ce que
je me rejetais autant à ce point-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait? Et c'est là où je suis allé chercher aussi le passé. Qu'est-ce qui a amené tout ça? Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivé à ce genre de comportement? Et, et c'est juste en décortiquant le pourquoi. Pourquoi? Et un pourquoi en amener un autre, qui en a amené un autre, qui en a amené un autre. Des fois, c'était super dur. Des fois, il y avait des moments où j'avais envie de craquer, je craquais. Il y a des moments où j'en pouvais plus. Je me disais, je vais abandonner, c'est trop dur, c'est trop violent. Mais comment je peux être aussi sombre avec moi-même? Alors que j'aime tellement l'humain, tellement les gens, j'ai tellement envie de les voir heureux. Pourquoi moi, je suis dans une obscurité incroyable? Et, et puis après, je reprenais mon souffle, j'essaie de me calmer. Voilà, après, il y a certains qui ont passé par la méditation. Moi, c'était, voilà, et par, par mes convictions, prier ou autre chose. Mais j'essayais de vider et de, pas de calibrer, mais de rééquilibrer, d'apporter des choses meilleures. Parce que je me suis dit, tu as le droit à un moment. Et ce mot-là, tu as le droit, est arrivé parce que j'ai osé et parce qu'il y a eu de petites victoires qui m'ont fait croire que c'était possible, que ça pouvait avancer, que ça pouvait changer. Et ces petits positifs que j'ai pu gagner euh, m'ont rassuré et m'ont donné un coup de boost supplémentaire pour avancer vers plus de positifs parce que j'ai eu un avant-goût et ça m'a plu et parce que ça m'a fait du bien, parce que voilà. Et les crises d'hyperphagie, elles n'ont pas disparu du jour au lendemain. Mais je sentais bien qu'il y avait certaines que j'arrivais à ne pas avoir parce que j'osais. J'osais réagir. J'avais tellement peur, des fois, de répondre et peut-être perdre une amitié ou de créer un conflit avec quelqu'un que je me suis dit, pourquoi cette personne m'attaque et m'agresse? Moi, je la respecte. Pourquoi elle ne me respecte pas? Et c'est en essayant d'être un petit peu égoïste, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le bon sens du terme, que je me suis dit, mais moi, je ne me permettrai pas de faire du mal à quelqu'un. Et cette personne-là se permet de me faire du mal. C'est que finalement, elle ne me considère pas. Donc pourquoi je devrais accepter qu'elle me fasse souffrir et que je ne dise rien, puisque je souffre une première fois de ce qu'elle me fait subir ou de ce que d'autres circonstances me font subir, et je souffre une deuxième fois parce que de ma frustration de ne pas avoir agi. Et donc je prends de l'extérieur pour amener vers l'extérieur, pour l'intérieur, pour soulager. Et en fait, il y a eu des événements que j'ai pu apprendre à gérer. Ce qui a fait que le fait d'avoir pu extérioriser et de construire une réponse m'a permis de d'éviter cette crise. Il y en a eu d'autres que je n'ai pas pu éviter parce que je n'avais pas encore cette capacité ou je n'arrivais pas encore à affronter ce sentiment-là. Et que j'ai laissé. Et au fur et à mesure, en fait, en voyant que les crises s'écartaient, euh, que j'en gagnais certaines et que j'en gagnais pas d'autres, celles que je ne gagnais pas, le sentiment de culpabilité était beaucoup moins fort que avant, où je perdais toutes mes crises, face à toutes mes crises. Et c'est, en fait, encore une fois, c'est vraiment un truc sur lequel je me suis forcé à, à, à me féliciter du positif que j'amenais. Mais ça pouvait être n'importe quoi. J'ai pris l'habitude de noter et de dire que ce positif-là, il existe. Il est vrai. Il est vrai. Il n'est pas faux. C'est pas une illusion. Ça a été, mais vraiment très difficile à amener ce truc-là, ce travail-là. Mais c'est comme ça que j'ai avancé. C'est comme ça que petit à petit, les crises, elles se sont, voilà, écartées en temps, puis après en nombre. Et puis,
des mois sont passés depuis, j'en ai plus parce que j'ai appris à avoir confiance en moi, à avoir de l'estime pour moi, à ne plus garder des sentiments en moi, mais à les délivrer. J'ai surtout appris à accepter mes émotions pour les comprendre et les vivre. J'ai aussi le fait que j'ai appris que j'étais hypersensible entre-temps, donc ça a fait que ça a aidé aussi au fait de comprendre mieux mes réactions, parce que l'hypersensibilité, bah, c'est moi, je suis hypersensible, donc c'est moi, c'est mon identité et je ne suis pas différent. Et c'est tout ça, tout ce travail-là qui a fait que, au-delà de ce que j'ai pu faire à côté avec l'alimentation, la compréhension, la connaissance, le savoir que j'apprenais, le plaisir que je prenais à apprendre et à découvrir et à être créatif aussi autour de ça, que les choses, elles se sont voilà, équilibrées pour que maintenant, ce qui pouvait m'arriver et ce qui peut m'arriver, je le gère en direct, au mieux, euh, avec les outils adéquats et non plus en essayant de trouver refuge. Parce que voilà, j'ai accepté le fait que je ne pouvais pas tout résoudre et que si je ne peux pas résoudre la chose, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable. C'est juste que bah il y a des choses, peut-être que sur le moment, c'est pas possible, tout simplement. Et que ça viendra un jour. Et que je n'ai pas à me frustrer ou me considérer comme étant faible. C'est juste que on grandit, on évolue, on se renforce et et que aujourd'hui, bah, c'est peut-être pas possible, mais que demain ça le sera. Et c'est encore une fois, voilà, c'est ce travail-là que j'ai pu mener à me projeter dans le futur et dans un futur constructif, confiant en ce que je peux créer et ce que je peux m'apporter. Voilà ce que je peux partager sur comment moi j'ai pu. Je suis passé d'un état où c'était la fatalité, j'étais faible, voilà, et à ce jour où j'ai confiance en moi. Ça ne veut pas dire que je me prends pour un super-héros, bien au contraire, je suis juste, voilà, comme tout le monde, mais que j'ai appris à faire confiance à mon énergie, à ma capacité d'essayer, à ma capacité d'avancer, euh, à ma capacité de me relever, à ma capacité de m'aimer pour essayer d'avoir mieux et, et que bah, aussi à ma capacité d'accepter que bah, quand ça va pas, on a le droit. On a le droit. Et ça fait partie aussi du positif et de l'équilibre. Euh, si je suis pas capable, je suis pas capable. C'est pas grave. Si ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. C'est normal. Mais il faut pas que enfin, je n'arrive plus à me laisser, en tout cas, déborder dans le sens où et me réfugier sur une chose qui va venir combler cette douleur. J'accepte aussi d'avoir mal. Voilà à peu près mon histoire sur l'hyperphagie, boulimie, comment je l'ai vécu, comment j'ai avancé. Et puis, encore une fois, c'est pas une méthode, c'est pas voilà, une façon de faire, c'est pas voilà, j'édicte rien du tout, je n'érige rien comme règle. C'est juste le partage de mon expérience, de mon témoignage, de ce que j'ai pu vivre, encore une fois, et surtout le message d'espoir que j'ai envie de vous donner, que je comprends ce que vous vivez, vous n'êtes pas seul, vous êtes malade, donc déjà rien que ça, prendre conscience de ça, je pense que ça peut aider beaucoup à moins culpabiliser et avoir une charge mentale moins lourde à porter, parce que c'est ça qui est l'essence de ce que
un peu l'hyperphagie boulimique, c'est cette charge mentale. Et plus on peut trouver des moyens pour l'alléger, mieux c'est pour pouvoir avancer et affronter. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous plein de force, plein de courage. Et puis je vous dis à la prochaine. 1, 2, 3.